Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast Futur Chien Guide étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seuls 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide ? Alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage 2 fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître de chien guide, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. Cette semaine, c'est le Podcaston, le téléthon du podcast qui a pour objectif de vous faire découvrir des assos via vos podcasts préférés. Alors même que c'est un peu mon quotidien de vous partager la vie des assos, j'ai souhaité y participer à nouveau et aller encore plus haut que les écoles de chiens guides d'aveugles. Et dans le cadre du Podcaston, vous pouvez aussi entendre parler de chiens d'assistance sur le podcast Remarquable, l'histoire est là en balade, dans lequel vous entendrez Corinne échanger avec la référente de Souki, une chienne d'assistance judiciaire. Pour en revenir à l'épisode, c'est avec Stéphane de l'Association nationale des maîtres de chiens guides que j'ai échangé. Il nous a confié les objectifs de l'ANM Chien Guide, mais aussi les projets à venir. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Stéphane. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation sur mon podcast Futur Chien Guide pour un épisode un peu particulier puisqu'on se trouve la semaine du Podcaston, un petit peu du coup le téléthon des podcasts. L'idée c'est de faire découvrir des associations via nos podcasts. Alors, tu vas me dire, je navigue toujours dans ces histoires d'associations sur le podcast Futur Chien Guide, mais aujourd'hui on monte encore d'un cran puisque tu es le directeur du coup de l'ANM, l'Association nationale des maîtres de chiens guides, dont tu vas nous parler plus largement. Mais avant tout, j'aimerais que tu te prêtes au nouveau jeu du podcast de te décrire en 3 mots et de donner 3 mots pour décrire les chiens que tu côtoies. Ça marche. Merci en tout cas. Je suis très honoré que tu aies choisi l'ANM pour le podcaston. Donc merci beaucoup. Et donc 3 mots pour me décrire. Alors j'ai dû demander à mon entourage parce que j'aime pas trop parler de moi. Donc c'est une première pour moi. Mais j'ai pioché parmi les mots qui me sont sortis. Bon, les positifs, hein, parce que les autres, On se les garde pour soi. on se les garde. Non, mais je dirais positif, loyal et entreprenant. Ça va aller, je crois, avec ton rôle aujourd'hui au sein de l'association. Mais avant tout, tu peux nous donner des mots pour décrire les chiens que tu côtoies ? Ouais, je dirais serviable, je dirais élite, parce qu'au niveau, des chiens d'assistance, chien guide, c'est un niveau d'élite et je dirais tout simplement chien, parce qu'on les laisse aussi et surtout, rester des animaux qui sont et pas les transformer en pseudo-humains ou autres donc c'est ça aussi qui est bien dans ce mouvement. Oui, c'est qu'on parle bien de chiens qui sont guides d'aveugles, mais ils sont des chiens avant tout. Avant tout, exactement. Et justement, dans tout ça, toi, ton lien avec les chiens guides, tu connaissais les chiens guides avant d'arriver à ce poste. Ça fait combien de temps que tu es directeur ou chargé de com initialement de l'ANM ? Comment ça se passe ? Alors en fait, moi je connaissais, un chien guide depuis que j'étais petit. Depuis ma naissance en fait, on avait des voisins en fait, au rez-de-chaussée où le monsieur était, déficient visuel et la dame était malvoyante et du coup parfois quand mes parents avaient quelque chose à faire ou allaient au boulot, c'était eux qui me gardaient, donc étant petit et il y avait un chien, un labrador et en fait pour moi comme je voyais ça depuis que j'étais petit, voilà moi je faisais pas de différence entre personnes en situation de handicap ou autre, donc pour moi c'était naturel quoi et par la suite en fait, j'ai fait, si tu veux un bac littéraire, j'ai fait un BTS communication en alternance, après j'ai été embauché dans une entreprise. Au bout d'1 an dans l'entreprise, j'étais le plus ancien, donc ça posait un petit peu un problème parce qu'il y avait beaucoup de turnover. Donc à un moment, j'ai dit: «Stop» parce que c'était une ambiance assez particulière et donc je me suis retrouvé, à chercher du boulot pendant 3-4 mois. J'avais, 22 ans, je crois et donc j'ai vu une offre, de l'ANM, donc je m'y suis présenté et en fait, peut-être que les autres candidats étaient un peu, ça peut être impressionnant, ça peut faire peur le handicap parce que ça peut nous arriver à nous-mêmes. Mais moi, en fait, j'étais, totalement naturel parce qu'il faut savoir qu'à l'ANM, c'est des personnes déficientes visuelles qui ont un chien guide qui sont au conseil d'administration et c'est 2 personnes, donc Dominique et Bernadette, qui m'avaient fait cet entretien-là et donc pour moi, ça s'était plutôt bien passé. Donc je suis rentré en tant que chargé de communication, donc il y a presque 11 ans maintenant.
Ensuite, bah, je suis passé responsable communication et il y a près d'un an, on m'a donné le rôle de directeur de l'association. Et donc, tu disais que tu avais croisé Bernadette. Bernadette fait partie des pionnières du podcast vu qu'elle était la quatrième invitée, l'épisode 4. C'est vrai que pour toi, au final, c'était un milieu, dans lequel tu avais baigné, donc c'était pas un milieu particulier, en fait, ça faisait partie de ton quotidien? Moi, j'avais pas baigné dans le milieu, mais je connaissais rien au milieu en lui-même. Après, j'étais curieux, donc je savais que ça existait, après je m'y intéressais pas plus que ça. Je suis pas allé en me disant: «Tiens, il faut vraiment que je rentre dans cette association, c'est vraiment ce que je veux faire» et cetera. C'est plutôt, c'est un peu le destin, en fait. Et du coup, par rapport à l'ANM, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'association? Je pense qu'en tant que chargé de com, responsable de com et maintenant directeur, tu es bien placé. Qu'est-ce que c'est que l'ANM? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'on y fait et à quoi ça sert? Déjà, l'ANM, c'est une association, particulière en soi parce que, on peut se rendre compte en naviguant dans le mouvement associatif que, bah, parfois, en fait, ça ressemble beaucoup, au monde de l'entreprise. À l'ANM, c'est très professionnalisé au niveau des tâches et des projets, qui sont en cours et cetera. Mais il y a des valeurs qui sont très fortes et il y a surtout un côté humain qu'on n'a pas perdu et que je pense qu'on ne perdra pas de sitôt. Donc l'association a été créée en 1979 par des personnes déficientes visuelles, en fait, qui se sont dit, «Bah, c'est très bien, on nous remet des chiens guides, le problème, c'est qu'actuellement, on n'a pas le droit, dans les textes de loi, d'entrer dans les établissements recevant du public, dans les transports et cetera. Il faut toujours batailler un petit peu». Donc c'est 4 personnes un peu illuminées qui se sont dit: «Bah, on va se regrouper et on va travailler, on va faire du lobbying». À l'époque, je pense pas que ça avait ce nom-là, mais qui ont fait un super travail. Nous, on regarde toujours, bah, derrière nous pour voir, bah, comment on peut faire évoluer l'association parce que on respecte beaucoup le travail et l'engagement que ces personnes ont pu avoir. Donc comme ça a été, créée l'association, donc elle a été fédérée, bah, dès sa création, donc elle est membre de la Fédération française des associations de chiens guides. Bah, ces personnes-là et cette association, l'ANM Chien Guide donc, a obtenu la création de la législation, donc concernant, le libre accès des personnes qui ont un chien guide. Par la suite, il y a eu des évolutions, notamment avec le droit d'accès des familles d'accueil. Cette législation, qui englobe les droits de libre accès, en fait, elle est la même pour les chiens d'assistance également. Donc c'est vraiment un travail qui a été fait, pour le général et actuellement donc l'association marche avec un conseil d'administration qui est, composé de 12 membres, donc avec un bureau comme toute association, donc président, vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et ensuite administrateur. Et actuellement, nous sommes 4 salariés. Donc moi qui m'occupe de la communication et qui suis directeur également. Stéphane Rossetti qui est responsable accessibilité et qui lui gère les refus d'accès en direct. Florence Anceschi qui elle s'occupe de tout ce qui est comptabilité, administration et Céline Esteves qui elle s'occupe également des refus d'accès et c'est elle qui envoie actuellement tous les packs remises. Parce que quand une personne a un chien guide, on lui envoie un pack remise avec tout un attirail dont il aura besoin et des informations. Elle s'occupe également d'envoyer les cartes de maître de chien guide et les certificats d'identification de chien guide d'aveugles éduqués ou en éducation. Donc un gros boulot, administratif et en même temps, comme tu disais, beaucoup d'humains, quoi. C'est ça et en fait, nous, je pense que l'un des mots clés pour l'association et pour, bah, l'équipe salariée et également l'équipe, du conseil d'administration, c'est certainement la souplesse. Donc concernant le droit d'accès et cetera, il faut faire évoluer tout ça. Donc nous, en fait, on s'adresse ça peut aller de responsables politiques à entreprises, à la hiérarchie dans les entreprises ou dans les écoles ou, au niveau des entreprises, au niveau des salariés, au niveau des sensibilisations. Donc vraiment, on sait s'adapter à tout public. Je crois que c'est la nature de l'association et donc actuellement, on traite les refus d'accès et les difficultés d'accès qui sont rencontrées par les personnes qui ont un chien guide ou un chien d'assistance. On a signé un partenariat avec Handy Chien et avec les Chiens du Silence pour régler leurs refus d'accès, enfin les refus d'accès subis par leurs bénéficiaires de chiens guides. Au-delà de ça, on fait beaucoup de sensibilisation et on essaye en fait d'être au service de toute association qui font du chien guide ou du chien d'assistance, donc principalement du chien guide. Et toi, tu disais que donc tu avais cherché un peu, du travail pendant 3-4 mois, 2-3 mois. Pourquoi tu t'es investi plutôt dans cette association plutôt que d'autres offres que tu aurais pu voir pendant ces 3-4 mois? Depuis petit, en fait, j'ai envie de faire quelque chose qui serve, tout simplement. J'ai envie d'être, et je vais pas dénigrer tous les autres boulots, j'en ai fait moult, même si j'étais jeune à l'association. Quand je suis arrivé à l'association, j'ai commencé à travailler très tôt, mais je voulais vraiment faire quelque chose qui ait du sens. Me lever le matin et me dire: «Ah tiens, je fais une bonne action aujourd'hui» et le lendemain: «Tiens, je fais une bonne action aujourd'hui». Donc voilà, comme je disais, pour moi, c'est un public comme un autre. Simplement, voilà, je suis très, très content de faire partie de cette association
et je pense que toute l'équipe est sur le même niveau, en fait. Ah, ça a évolué. Au début, quand je suis arrivé, c'était pas la même envergure et aujourd'hui, ça a bien évolué et je suis content d'avoir fait partie de cette aventure et de continuer à en faire partie. Oui, parce qu'il y a quand même, des grandes avancées, tu parlais, de l'accessibilité et tout. Enfin, toi, depuis 10, 11 ans, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. Dans ton parcours au sein de l'association, tu es arrivé en tant que chargé de communication. Comment il a évolué, ton rôle, ton poste? Puisque je crois que tu as parlé de la souplesse. C'est pareil aujourd'hui, il y a pas des cases très bien enfin, elles sont définies pour chacun d'entre vous, mais avant que vous les adoptiez, ces cases-là, elles étaient pas encore définies. Est-ce qu'il y avait un chargé de com quand tu es arrivé ou c'était une création de poste? Ouais, il y avait une chargée de com qui s'appelait Marion, qui partait, donc j'ai remplacé et l'équipe, en fait, était constituée alors il y avait 2 salariés. Donc moi, quand je suis arrivé, au final, on était 2. Donc il fallait vraiment être transversaux. Chacun avait une spécialité, mais il fallait connaître le boulot de l'autre également, parce que l'autre si l'autre n'était pas là, il fallait quand même pouvoir continuer de faire avancer le truc. Donc chacun actuellement, c'est la même chose, chacun a vraiment sa spécialité, mais on s'est organisé pour qu'il y ait vraiment une transversalité comme ça. S'il y a un problème de refus et que Stéphane n'est pas là, il y en a un de nous 3 pourra prendre le relais sans problème et vice versa, voilà. L'intérêt, c'est que chacun puisse avoir ses propres tâches, avoir ses propres objectifs et cetera, mais que on puisse pallier aux urgences parce on fait un boulot sur le terrain avant tout et au contact des personnes et c'est important d'être réactif et je pense que c'est un autre maître mot de l'association, c'est d'être très réactif. Oui, puis cette souplesse vous permet d'être réactif. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, alors moi je suis un peu aussi à l'intérieur en tant que membre et à tout ça, mais d'un point de vue extérieur, ce qui, fait plus parler, l'association, c'est en effet la gestion des refus d'accès, malheureusement, hein, parce que moi je souhaite un jour que l'ANM n'ait plus à gérer ça parce qu'il n'y en aura plus. Je pense que ça peut être un beau rêve. Objectif accompli, oui. Voilà, il y aura d'autres projets pour l'ANM. L'ANM ne va pas s'arrêter, à ses refus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie de voilà, le noyau un peu, dur et tu disais aussi, c'est pour ça au début que les 4 maîtres de Chien se sont rassemblés. Moi, je l'ai vu, dans mon métier quand j'étais auprès des chèvres. Malheureusement, le collectif, se soude souvent autour d'une problématique et c'est la difficulté qui fait que, les projets, naissent en tout cas et donc là, c'est ce qui a été le cas et c'est encore un peu le cœur de l'association de gérer ces refus d'accès, malgré la loi quand même. Elle existe maintenant. Oui, elle existe depuis longtemps. En fait, je pense que tant qu'il y aura des humains, il y aura des problèmes d'accès. On a l'habitude de dire que 95 du temps, c'est de la méconnaissance de la loi lorsqu'il y a un refus d'accès, de la part de l'établissement refuseur ou du service ou du taxi et cetera. Mais tout le reste, c'est alors il peut y avoir de la bêtise humaine comme chez tout le monde et peu après on est très alerte aussi sur le fait qu'il peut y avoir des phobies, il peut y avoir des raisons, culturelles, il peut y avoir des raisons, personnelles qui font que les personnes, ne sont pas à l'aise avec des chiens, donc on peut le comprendre, tout à fait. Après donc on est toujours dans la médiation dans un premier temps. On essaye d'être, les plus diplomatiques possibles et comme je disais, on peut s'adresser à tout type pas d'individus, mais à tout type de sphère, de profil. Ça peut être, voilà, comme je le disais, responsable politique, chef d'entreprise, taxi et cetera. Donc voilà, il faut s'adapter à chaque public. Mais sinon oui, défendre les intérêts des droits des maîtres de chiens guides, aujourd'hui des bénéficiaires de chiens d'assistance, c'est effectivement le cœur de métier de l'association. Et aujourd'hui, quand on rencontre un refus d'accès, alors en direct, que ce soit en tant que famille d'accueil ou en tant que bénéficiaire, la première chose, c'est de rester calme, de rester au maximum dans la pédagogie, même si c'est très pénible de ne pas, avoir les droits qui sont, appliqués. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je leur explique, les droits et souvent, comme tu le dis, c'est de la méconnaissance. J'ai l'habitude de dire sur le podcast, je leur en veux pas de pas connaître la loi. Je leur en veux de pas la comprendre quand je leur explique et que je leur donne les textes éventuellement. Mais voilà, parce que, c'est quand même une exception et peut-être ils l'ont jamais rencontré ou ils l'ont enfin voilà, il y a beaucoup d'exceptions et c'est un peu comme ça que moi, en tout cas, je fais et si besoin, est-ce qu'on peut contacter l'ANM ou pas du tout? Pour les gens qui nous écoutent, comment ça fonctionne? Alors il y a 2 points, alors je vais répondre à ta question déjà. C'est si vous avez le moindre souci d'accès, donc difficulté d'accès, c'est-à-dire que vous avez dû un peu marchander pour entrer, mais au début c'était un peu compliqué ou un refus catégorique, nous ce qu'on invite, toute personne à faire, c'est à nous contacter. Parce qu'en fait tous ces refus, ces difficultés d'accès, on les liste et c'est ce qui nous permet en fait les pouvoirs publics ont besoin de chiffres et sont toujours demandeurs de chiffres. Donc au niveau des refus d'accès, là depuis 2023, on a reçu à peu près 180 signalements. À savoir que chaque signalement est traité en fait de A à Z.
c'est-à-dire que l'établissement refuseur est contacté, la personne refusée est contactée. Ensuite, on voit d'où provenait le problème. Il y a toujours de l'information qui est faite par la suite et parfois ça peut aller jusqu'au dépôt de plainte et jusqu'à la participation à des procès. Donc c'est ce qui aura lieu certainement en 2024. Mais là où tu disais vrai, c'est que, bah, toi tu es famille d'accueil. Tu as été famille d'accueil, tu seras encore famille d'accueil, il me semble? J'espère. Bientôt. Ah, c'est encore plus compliqué parce que, il faut savoir qu'il y a à peu près 1 500 équipes maîtres chiens guides en circulation en France actuellement. Les chiens d'assistance, il y en a à peu près le même nombre. Donc on est, sur une population de quoi? D'un peu plus de 3 000 personnes. Sur la population française, c'est un pourcentage extrêmement faible. C'est possible que des personnes ne croisent jamais dans leur vie un chien guide ou une personne qui est famille d'accueil ou une personne qui a un chien d'assistance. Donc nous, on part toujours de ce postulat-là au début, en se disant: «Bah, voilà, c'est pas qu'on part de loin, mais c'est que c'est un travail de niche, en fait». Donc déjà d'obtenir des avancées législatives et cetera pour un petit nombre de personnes, si on le compare à la population française, c'est déjà une belle avancée et quand tu es famille d'accueil, ce qui est dichotomique pour les personnes qui te voient, c'est qu'ils se disent: «Mais c'est un chien d'aveugle, mais toi tu es pas aveugle, donc Exactement. pourquoi tu rentrerais dans mon établissement? Je comprends pas la démarche». Il y a tout un aspect pédagogique de la part des familles d'accueil, même des maîtres de chiens guides ou des bénéficiaires de chiens d'assistance et parfois, on comprend, ça peut être contraignant. Si, ça fait 2 3 fois que la personne a eu du mal à entrer dans des établissements et qu'elle est en famille, et qu'il est 17 h, que c'est la fin de la journée, qu'elle a marché 5 kilomètres avant et qu'elle se fait encore refuser, là, ça peut être compliqué de garder son sang-froid. Mais voilà, mais ce qu'il y a, c'est que chaque personne qui est dans ce mouvement associatif, en fait, est un peu, ambassadrice du mouvement chien guide. Donc quand vous êtes, dans la rue, aujourd'hui il y a les smartphones et cetera, donc vous croisez des gens et vous êtes les meilleures vitrines pour les associations et les écoles de chiens guides, pour la FFAC, pour les écoles de chiens d'assistance, voilà, vous le savez, mais vous en fait, les familles d'accueil, déjà, c'est un maillon essentiel pour tout le mouvement chien guide et les maîtres de chiens guides le rappellent sans cesse. Sans vous, ce serait très compliqué d'avoir des chiens guides. Voilà, donc au niveau des refus d'accès, ça peut être compliqué. Après, il faut savoir que c'est ce que nous diront toujours les maîtres de chiens guides, c'est que comparé à l'apport d'un chien guide dans une vie, les refus d'accès, déjà, il y en a pas tant que ça en soi, si on prend, individu par individu. C'est quand on les regroupe que là, les chiffres sont un peu plus parlants. Mais voilà, au quotidien, le chien guide, c'est une aide extraordinaire et les refus d'accès, malheureusement, ça fait partie du revers de la médaille, mais Ils sont peu nombreux, hein. Ils voilà. sont peu nombreux à l'échelle d'une vie, enfin moi, tu vois, ça fait 6 7 ans que je suis famille d'accueil, alors famille relais. J'ai pas des chiens, tout le temps, mais je fais beaucoup de choses quand j'ai des chiens, tout comme quand j'en ai pas et pour le coup, j'ai eu zéro vrai refus d'accès où j'ai pas pu accéder, au lieu ou au service que je voulais. Il y a eu parfois des temps de réflexion et d'explication, tout dans le calme et très sereinement. Ça a jamais monté, plus que ça et en face de moi, les interlocuteurs, au final, en allant voir un petit peu la hiérarchie dans certains services de sécurité à l'entrée des magasins ou des choses comme ça, bah, ça s'est passé, quoi et en effet, comme tu le dis, vu tout ce que ça apporte, on en parle beaucoup de ces refus d'accès parce qu'on parle beaucoup du négatif, mais c'est, anecdotique dans la vie, de beaucoup de maîtres quand même. Ouais, c'est ça. Au niveau de la presse, on le sait très bien, par exemple, que s'il y a un refus d'accès, bah, ils vont tous se jeter dessus si on décide de le médiatiser. Donc c'est pour ça que on alerte aussi quant aux réseaux sociaux, et cetera, quand il y a un refus d'accès, parce que parfois ça peut échapper à la personne. Il y a des commentaires, et cetera, ça peut vite faire monter la mayonnaise. Voilà, ce qu'on conseille, c'est surtout de nous contacter. C'est que même si le travail était fait de votre côté, ou si simplement la personne n'a pas eu envie de se battre ce jour-là parce qu'elle a autre chose à faire, c'est que nous, derrière, on est là de toute façon. Nous, l'intérêt, c'est qu'on contacte la personne qui aurait refusé, puis la hiérarchie. Si c'est une grande entreprise, ça va déboucher sur des sensibilisations auprès de tous les salariés, comme on a pu faire auprès de Monoprix, comme on a pu faire auprès de Uber, comme on a pu faire auprès de beaucoup d'entreprises comme ça. Et après, en fait, c'est une démarche qui s'instaure dans la politique de l'entreprise. C'est le libre accès. Quand on a un chien guide ou un chien d'assistance, c'est ancré. Et ensuite, la formation est faite pour que cette info puisse passer. Mais si l'information en amont, on ne l'a pas, on ne peut pas aller vers l'entreprise ou vers le service ou le commerce qui aurait effectué ce refus-là. Et toi, dans ton parcours personnel, est-ce que toi-même, tu as rencontré des difficultés, quand tu es arrivé dans cette association, à titre personnel, des choses que tu avais pas forcément imaginées? Ouais, bah, quand tu arrives dans un milieu associatif, tu te dis toujours que c'est le monde des bisounours, un petit peu. Mais en fait, c'est comme toute sphère, «humaine» entre guillemets, il y a des profils différents, il y a des motivations différentes.
Voilà, donc il faut s'adapter. Ça n'empêche que ça reste un mouvement associatif et qui est axé sur l'humain. En tout cas, nous, à l'ANM, on est vraiment basé là-dessus. On est là pour les personnes, les adhérents qu'on a, qu'ils soient maîtres de chiens guides, famille d'accueil ou autres. C'est pas que des adhérents pour nous, c'est vraiment des personnes qu'on connaît. Demain, aujourd'hui, l'association s'est ouverte et l'adhésion est gratuite. On peut aussi, quand on n'est pas maître de chien guide, on peut adhérer à l'association quand on est famille d'accueil ou famille d'un maître de chien guide, et cetera. Donc vraiment, on accepte beaucoup de monde et en fait, chaque personne est contactée. On essaie de garder le lien à travers des téléconférences. Il y en a 2 par mois, une axée sur le libre accès et une qui s'appelle l'apéro des maîtres, qu'on avait lancé lors du Covid pour éviter que les personnes puissent être isolées, s'il peut y avoir des personnes qui sont isolées. Et en fait, on s'attache vraiment à connaître chaque adhérent, même si la personne n'est pas adhérente et qu'elle a un chien guide, on aura un minimum d'informations sur elle. On a axé sur l'humain et je pense que c'est ce qui nous motive chaque matin à faire, à donner le meilleur en fait, tout simplement, et à faire avancer les choses. Oui, tu disais aujourd'hui, l'association, donc c'est ouverte, là on a fait, l'AG pour acter tout ça en décembre ensemble. J'ai eu l'occasion d'y aller, j'étais sur Paris. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'adhésion est gratuite. Par contre, il faut quand même se signaler, c'est-à-dire qu'il faut quand même aller cliquer, rentrer ses informations. Il y a eu une grande nouveauté là, ce mois-ci, on enregistre en février, fin février. L'application, mobile, tant attendue de l'ANM est enfin sortie. Ça, c'est pour vous et pour nous aussi en tant que futurs membres et pour les chiens, les maîtres de chiens guides, un grand pas parce que ça permet d'avoir, tu me dis si je me trompe, mais dans sa poche, tout ce qu'il faut savoir de l'ANM et surtout le fait donc d'adhérer, c'est possible directement depuis, le smartphone, mais aussi, le fait de signaler une difficulté ou un refus d'accès comme tu l'avais dit, ou encore des choses plus positives, comme la revue sonore en avant dans lequel je prête parfois ma voix, pour vous, là où on peut retrouver, ben, la vie de l'association. Et il y a aussi, mais ça c'est en version bêta, vous l'avez bien signalé, les certificats, que chaque maître, chaque famille, a. C'est même pas en version bêta, c'est déjà actif pour les maîtres de chien guide. Quand on a un chien guide, tout simplement, on a 3 informations à mettre et on a dans son application, sa carte de maître de chien guide, donc nominative et le certificat de son chien, donc certificat de chien guide aveugle éduqué. Tout ça, c'est créé avec une passerelle entre l'application et un logiciel de gestion des données qu'on utilise depuis des années au niveau du mouvement, de la fédération, au niveau du mouvement chien guide fédéré. Ce qui fait que, en fait, les informations sont retrouvées par l'application via le logiciel et donc ça affiche les bons documents officiels, donc avec le logo bleu, blanc, rouge. Et pour la première fois, c'est surtout auparavant et toujours, parce qu'on continue d'envoyer ces cartes-là en physique, c'est le texte inscrit dessus, c'est pas accessible. Donc là, ces documents-là sont pour la première fois accessibles à tout le monde. La demande, si tu veux, cette application, elle a pris à peu près 1 an à sortir entre l'idée, la confection, les tests, et cetera. L'un des besoins et une des demandes qu'on avait émises, c'était d'avoir, également la possibilité pour les familles d'accueil d'afficher, leur carte de famille d'accueil et leur certificat d'identification de chien guide en cours d'éducation. Voilà, parce que tout ça, c'est des documents qui sont reconnus par les pouvoirs publics aujourd'hui, donc c'est important de les avoir toujours sur soi. Mais pour l'instant, au niveau technique, parce que c'est que de la technique qui empêche ça, pour les familles d'accueil, ça va venir dans un second temps. Donc c'est pour ça que c'est marqué version bêta, c'est que du coup, c'est, actif pour les maîtres de chiens guides et pas C'est ça, encore pour les familles. Mais en tout exactement. cas, on peut retrouver donc l'adhésion. Et moi, je vous encourage, tous, puisque l'adhésion est gratuite, à vous engager, dans l'ANM. Ça vous permettra d'avoir plus d'infos, sur les activités de l'ANM. C'est ouvert à tous, tu l'as dit, hein. Moi, j'avais posé la question, au tout début, il y a quelques années et est-ce qu'on peut, en tant que famille relais, famille enfin bénévole en gros, et non pas mettre une de chien guide uniquement, être, adhérent? Bien sûr, c'est ouvert à tous. Donc tout le monde peut aller cliquer sur le petit bouton adhérer et donc on vous demande quelques informations normales pour avoir les informations de contact. Et puis on peut aussi faire un don ou acheter des objets qui soient utilitaires ou de la boutique en ligne. Je suis dessus pour justement avoir les manchons, ne me distrayez pas, je suis en service, le gilet par exemple, chien guide retraité, etc. Tout ça est disponible directement sur l'application. À savoir que ces produits-là, c'est vraiment des produits-services. On ne fait pas de bénéfice sur la vente de ces produits. Ça a vraiment été pensé, pour le quotidien des personnes et l'adhésion est gratuite. Alors on nous a beaucoup posé cette question: «Pourquoi vous faites une adhésion gratuite? Comment est-ce que vous allez vivre?» En fait, nous, l'adhésion gratuite, elle a surtout un intérêt, c'est d'avoir le plus de représentativité possible. Parce qu'actuellement, on agit pour l'ensemble des personnes qui ont un chien guide, par contre-coup pour l'ensemble des bénéficiaires de chiens d'assistance.
parce que c'est la même législation. Et en fait, on se battait année après année pour avoir à peu près entre 350 et 400 adhérents. Le problème, c'est que nous, on était très contents comme ça déjà, mais quand on s'adresse au pouvoir public en fin d'année, quand on donne les refus d'accès, quand on essaie de faire bouger les choses, on peut nous demander, vous représentez, vous avez combien d'adhérents? Donc on va leur indiquer qu'on a 400 adhérents, mais c'était 400 personnes qui avaient payé 30 € pour l'année. Ça reflétait pas la réalité, parce que la réalité, c'est qu'on représente l'ensemble des personnes qui ont un chien guide. Donc on s'est dit, comment faire pour être au plus proche de la réalité? On va mettre cette adhésion gratuite et très simple d'accès, c'est-à-dire qu'il suffit de nous envoyer un mail ou alors de nous contacter, on remplit un bulletin d'adhésion avec vous ou d'adhérer via l'application ou le site internet. Et à ce moment-là, on peut vous compter parmi les adhérents de l'association. Et c'est super important pour nous parce que ça nous permet de faire avancer les choses plus rapidement. Par exemple, actuellement, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, mais on s'en sert également comme d'un prétexte pour essayer de mettre en place des choses pérennes avec des ERP, donc des établissements recevant du public, les pouvoirs publics, etc. Voilà. Oui, c'est sûr que du coup, ça fait partie de la représentation globale. Tu disais 1500 binômes maître chien guide, et puis encore le double si on compte les chiens d'assistance, plus toutes les familles d'accueil. Ça fait du monde, mais en effet, en termes de chiffres d'adhérents, malheureusement, hein, moi je le sais, côté chèvre, c'était toujours ça. C'était ah bon, mais du coup, il y a combien d'adhérents? Nous aussi, c'était la même problématique. Tu travailles pour tout le monde, mais tu n'as pas forcément le même nombre d'adhérents en face, et c'est pour ça que vous avez fait ce choix de la gratuité de l'adhésion. Voilà, et l'application, c'est vraiment un service. On a travaillé au mieux pour rendre un service utile à toutes et tous, donc que ce soit grand public, si simplement les personnes aiment les chiens et connaissent un peu le chien guide, donc elles peuvent la télécharger. Sinon, famille d'accueil, maître de chien guide, bénéficiaires d'assistance, éducateurs de chien guide, même les personnes qui travaillent au sein des écoles et qui ne sont pas dans l'éducation ou qui ne sont pas moniteurs de chien guide peuvent la télécharger. Donc c'est vraiment un service qu'on rend, et en fait c'est pas les 30 € d'adhésion qui faisaient vivre l'association, que c'était sympa à avoir, et que la générosité du public, de toute façon, c'est ce qui fait vivre les associations autour du chien guide en France. Donc c'est même primordial. Mais nous, on a fait ce choix-là d'avoir peut-être cette manne financière qui ne tombe plus, qui était de toute façon, je vais pas dire minime, mais c'était une petite partie du budget de l'association. On a préféré dire ça, on va peut-être le mettre de côté, et on va avoir plus de représentativité. Et ce qu'on perd au niveau financier, on va essayer de le retrouver autrement. À savoir que l'association, elle est subventionnée à 95%, 97% par la Fédération des associations de chiens guides. C'est important de le préciser, et il y a aussi dans l'application la possibilité, comme sur le site, de faire dons, legs, etc. Voilà, ça fait aussi partie du modèle, et c'est toujours le bienvenu, en tout cas pour l'association. Enfin, moi, personnellement, et même tout le monde à l'association, on est toujours très admiratif des personnes qui font des dons, des legs. Ça, on remerciera jamais assez. Et moi, personnellement, je suis très admiratif de tout le travail bénévole qui est effectué au sein de ces associations. Que ce soit ton travail à toi, même au niveau du podcast, au niveau d'être famille relais, d'être famille d'accueil, au niveau des maîtres de chiens guides qui s'investissent dans l'association, dans d'autres associations. Voilà, tous les bénévoles, ouais, c'est vraiment du temps, de l'énergie qui est donnée pour le bien commun. Moi, je tire toujours mon chapeau là-dessus. Félicitations et bravo. Et merci surtout. À titre personnel, avec grand plaisir. Et puis, c'est vrai que l'association soutient le podcast, moralement, hein, on le précise, on parle de sous tant qu'à faire, on le précise. Puis, moi, je vous encourage à aller soutenir l'ANM. On vous a donné pas mal de pistes, là, côté auditeur, avec l'application ou le site, si ça vous va mieux. L'application, c'est ANM Chien Guide, donc Association nationale des maîtres de chien guide, ANM Chien Guide, que vous retrouvez sur le Play Store et sur l'Apple Store sans problème. Depuis février. Merci Stéphane pour toutes ces explications. Merci à toi, Estelle. Merci de t'être prêté au jeu de l'interview. Tu me disais en début avant d'enregistrer que tu étais plus souvent dans mon rôle d'intervieweur que d'interviewer. Écoute, on en aura appris beaucoup par cette petite interview pour le podcaston. Et puis je vous encourage à aller voir aussi la page du podcaston, puisque sur cette page podcaston.org, vous allez retrouver tous les podcasts qui ont participer à cet événement, et du coup qui vous font découvrir de nombreuses associations. Merci beaucoup Stéphane. Merci Estelle, c'était un plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie de télécharger l'appli de l'ANM Chien Guide pour y adhérer gratuitement. Et si vous avez apprécié cet épisode pour le podcaston, je vous conseille d'écouter l'épisode de l'an dernier, entre le 58 et le 59, avec Yasmine, la coordinatrice de Canidea. N'hésitez pas à visiter le site podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres associations, et si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don, on compte sur vous.
De mon côté, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.